Alors, mesdames, messieurs, bienvenue à l'émission, donc, La Tribune. Vous savez que La Tribune, le but, sa mission, finalement, c'est de vous faire connaître des gens qui ont réalisé des choses ici même, dans notre région, et qui vivent aussi encore aujourd'hui. Évidemment qu'on parle de personnalité. Isabelle Voyer, ce sera ma personnalité que vous avez sûrement déjà rencontrée. Bonjour Isabelle. Bonjour Lydia. Isabelle, bien contente de faire un beau 30 minutes avec vous. C'est rare ça. Oui, hein? Oui. Et savez-vous quoi? Je suis contente, que vous ayez dit oui. Et puis, le but, pourquoi je vous ai invité, c'est parce que on m'a mentionné que c'est grâce à vous si aujourd'hui, ou encore avec une équipe finalement, mais vous étiez parmi les membres fondateurs de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Exactement. À titre j'étais à ce moment-là coordonnatrice de la télévision communautaire des Bois-Francs, Victoriaville. Et il y avait, au Québec, il y avait beaucoup de télévisions communautaires autonomes, donc des organisations sans but lucratif, là, gérées, opérées par la communauté. Mais il n'y avait pas de regroupement. Et ça nous mettait dans une position, je dirais, de faiblesse dans nos rapports avec les câblos-distributeurs, mais dans un but, dans le fond, de faire respecter la réglementation du CRTC qui prévoyait que tous les câblos-distributeurs devaient mettre à la disposition de sa population un canal communautaire opéré par les gens du milieu. Donc, vous sentiez que tout ce qui était actualité locale et régionale était très importante, là? Oui, absolument, mais plus que ça, c'était la maîtrise de son moyen de communication local ou régional. Le CRTC, à ce moment-là, pensait à peut-être assouplir les règles, mais on savait que s'il assouplissait trop les règles, les communautés auraient perdu, je dirais, le contrôle de leurs médias, de leur télévision. Alors, l'idée de se regrouper, c'était se donner une force de négociation puis une voie commune pour assurer à nos communautés locales l'accès et la pérennité de leur canal communautaire, de leur télévision communautaire dans leur collectivité. Donc, ça fait longtemps que ça existe, les télévisions communautaires. Ça existe depuis le début des années 1970. Ici, à Plessisville, en même temps que à la même période que Thetford Mines ou Victoriaville ou dans d'autres municipalités aussi du Québec, au début des années 70, il y a eu la création de télévisions communautaires autonomes, donc de groupes de citoyens qui gèrent un canal de télévision et qui fait de la production télévisée pour leur communauté. Oui, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais le siège social, dans le fond, est à Victoriaville, mais avant, il était à Plessisville. Oui, absolument. Puis pourquoi Plessisville? Oui. Parce que parmi les instigateurs de la création de la Fédération des télévisions communautaires autonomes, il y avait quelqu'un de Thetford Mines, Louise Nadeau, il y avait Benoît Jean, ici, de la télévision communautaire de Plessisville, puis il y avait moi, notamment, à Victoriaville. Puis on voulait choisir un endroit qui soit pas dans une métropole. On voulait pas que ce soit à Montréal, ni à Québec. On voulait, comme les télévisions communautaires autonomes étaient majoritairement en région, on voulait que ça soit le reflet de la réalité des télévisions communautaires. Mais on voulait un siège social qui soit proche de Québec, parce que c'est avec le ministère de la Culture et des Communications, notamment, qu'on négociait le plus, avec qui on avait le plus de rapports. Alors, on s'est dit, c'est où l'endroit le plus proche de Québec? C'est Plessisville. C'est pourquoi on a mis le siège social ici. Alors, donc, et ça continue, hein, parce que là, il est quand même déménagé à Victoriaville. Donc, oui, on peut déménager. Là, puis il est encore en région, puis ça, je suis contente. Je serais vraiment attristée là, de savoir que la Fédération, ça va à Montréal ou à Québec. À votre époque, oui, à notre époque. On parle d'époque. Il y avait combien de télévisions communautaires dans le regroupement? Oh, mon Dieu! Quand on a réuni la première fois des télévisions communautaires autonomes pour parler de ça, il y en a, je pense, une vingtaine qui se sont présentées. Quand moi, j'ai quitté le cercle des télévisions communautaires, je suis allée dans un autre secteur d'activité, je pense qu'on était rendu à une trentaine, un peu plus de télévisions communautaires autonomes membres de la Fédération. Aujourd'hui, on est rendu quand même à 41.
Ça m'impressionne énormément. Donc, êtes-vous fière de cette belle évolution-là? Je suis fière que les télévisions communautaires autonomes vivent encore. Je suis fière qu'il y ait encore des équipes qui font de la télévision communautaire en région, dans leur communauté et qui ont du pouvoir sur leur programmation. Isabelle, qu'est-ce que t'aimes de la télévision communautaire? Ben, c'est un moyen de communautaire parce que ça appartient à sa communauté. C'est composé, c'est un conseil d'administration qui dirige ça. Les conseils d'administration sont élus par des membres, sont élus par des gens de la communauté. Mais ce que j'aime de la télévision communautaire, c'est que c'est un moyen de communication qui est à la portée des gens. C'est pas quelque chose qui... Les émissions ne sont pas produites quelque part dans des studios qu'on n'atteindra jamais. C'est fait chez nous, par des gens de chez nous. Oui. Et aussi, ça a tellement évolué qu'aujourd'hui, ben, à cause de la COVID, finalement, Oui. eh bien, maintenant, nos émissions d'actualité sont sur un portail au niveau canadien qui a été créé par le gouvernement. Là. Alors, pour la COVID, on s'est dit, bon, on va aider les journalistes. Et là, nos émissions, vous faites juste portail média et vous allez voir toutes les provinces qui sont identifiées. Donc, celle du Québec et puis la TV s'y retrouve également. Quand on a fait toutes nos démarches auprès du CRTC pour s'assurer qu'il renforce sa réglementation en matière de programmation communautaire, on était en lien avec des gens de d'autres provinces du Canada, des comités de citoyens qui se battaient pour la même chose que nous. Alors, quand j'entends que la Fédération puis les télévisions communautaires se retrouvent dans un portail, ce qui n'existait pas dans mon temps, mais pan-canadien, je me dis, mon Dieu, on a fait quelque chose quand même. Ben, c'est pour ça que je tenais à votre présence, puis de faire au moins une mise en situation, comment c'était important pour vous. Et puis maintenant, regarde, grâce à vous. Mais ça prend toujours un diffuseur, hein? Alors, oui, c'est absolument. ça, là. Mais la Fédération a permis aussi de donner une voix forte aux télévisions communautaires dans leur relation avec leurs câblo-distributeurs, leurs diffuseurs aussi. On a développé une certaine autorité à leurs yeux et ça nous a donné un rapport de force, si je peux dire, plus grand, il me semble, que à l'époque. Mais je suis plus dans le quotidien des télévisions communautaires. Fait que je sais plus non plus comment trop ça se passe. Mais je regarde ma télévision communautaire à Victo, puis je la vois, la programmation qu'il y a là. Et là, Isabelle, est-ce que vous avez signé le livre d'or de la ville de Victoriaville pour justement être membre fondateur de la télévision? En fait, j'ai pas signé le livre d'or de la ville de Victoriaville pour ça, mais j'ai eu un hommage de la ville de Victoriaville il y a 1 an et demi. Comment on appelle ça, le mérite victorien? Oui, Victor. Oui. Fait que pour ça, mon implication dans le milieu, donc j'ai signé un livre d'or à ce moment-là. Là. Mais t'as pas ta médaille blanche? J'ai une médaille, mais ça s'accroche pas. Okay. Ça se pose sur un meuble à la maison. Voilà. On sait jamais, ça serait plaisant. Ambassadeur, Isabelle Voyer, ambassadeur du Québec, ambassadrice du Québec. Ben, je sais que pour la Fédération au nom des télévisions communautaires, j'ai été ambassadrice des télévisions communautaires autonomes face aux différentes instances réglementaires ou politiques aussi, au nom des autres. Bon, c'était quoi les gros dossiers? Avec les autres. Ben, c'était quoi tes gros dossiers là, qu'on a eu à défendre? Ben, on a contré, ça a été, à cette époque-là, le Vidéotron cherchait à éliminer un peu les petites télévisions communautaires, ou en tout cas les télévisions communautaires autonomes pour implanter une programmation. Dans ce temps-là, ça s'appelait même, comment ça s'appelait? Je ne me rappelle plus. Mais une programmation qui était faite davantage par les professionnels qui œuvraient chez Vidéotron. Et nous, on s'est battus pour empêcher les fermetures des télévisions communautaires de Vidéotron. Nous, ils ont menacé, ils ont essayé de nous fermer. Mais il y a eu à Victo une résistance extraordinaire. C'est épique, on verrait ça dans des films. Mais ça a fait en sorte que non seulement ils nous ont pas fermés, mais le gouvernement du Québec a demandé, l'Assemblée nationale
moratoire sur la fermeture des télévisions communautaires autonomes au Québec. Et le CRTC qu'on avait rencontré a acquiescé à ça. Parce que le CRTC a dit à ce moment-là, on va faire un grand examen de ce qu'est la programmation communautaire au Canada et ce que ça devrait être. Donc, la Fédération, on a contribué à ça. Je vous le dis, là, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, là, on a protégé, j'en suis certaine, l'intégrité, on a protégé les télévisions communautaires dans nos petits milieux. Oui, puis comme vous l'avez déjà dit, à cause qu'il n'y a pas de pouvoir monétaire, là, c'est pas Oui, puis c'est pas nous qui avons la licence, puis on n'a pas les grands arguments économiques. Puis tu sais, c'est facile de comprendre aussi ce qu'il y avait dans l'esprit des câblo-distributeurs. Mais nous, on était d'autres choses qu'eux et il fallait qu'on défende notre moyen de communication local, notre télévision. Donc, les autres médias de télé, plus nationales, entre autres, ne se sont jamais sentis en compétition. Là. Non, c'est complètement autre chose. On est complètement autre chose. Oui, puis on a beaucoup fait rire de nous, les télévisions communautaires. C'est ça, parlons-en. Il y a eu des préjugés. Oui, mais bon, des fois, on prêtait flanc à ça. Moi, j'ai été dans des émissions de TV. Une chance qu'Infoman n'existait pas dans ce temps-là, parce que je suis sûre que mon émission se serait retrouvée à Infoman. Okay. Qu'est-ce que c'est? C'est un lieu d'apprentissage aussi. Oui. On donne la parole, on donne la caméra à des gens dont c'est pas nécessairement le métier, qui viennent apprendre, qui viennent explorer. C'est aussi ce qui fait la richesse. Fait que oui, c'est des fois amateur, mais c'est bien correct, ça. Parce que les gens, quand ils écoutent les gens de chez nous. Puis ils se retrouvent là-dedans, puis ils sont contents. Mais qu'est-ce qui t'a amené à la télé? Je le sais bien pas. Je le sais pas. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un de communication. Oui. Moi, j'avais déjà travaillé à la télévision communautaire à Victo en 1979 sur un projet. J'étais jeune. Mais j'ai toujours, moi, baigné dans les organisations communautaires. C'est toute ma vie, ça a été ça. La télévision communautaire s'inscrit là-dedans. Il y avait au moment où j'ai été embauchée à la télévision communautaire des Bois-Francs comme coordonnatrice, malheureusement, notre TVC était en faillite technique, était sur le bord de fermer. Alors, il fallait lancer une opération de la survie. Je me suis sentie appeler, moi, à ça. Fait que j'ai postulé pour organiser un téléthon de la survie et relancer notre télévision communautaire. On a fait notre téléthon. Je vais vous épargner la catastrophe que ça a été, mais ça a été quand même suffisant pour mobiliser des gens et relancer cette télévision communautaire-là. Puis ça, c'était en 1990, je pense. On est en 2020. Ça fait pas mal d'années. Et notre télévision communautaire marche toujours. Ça veut dire que même si des fois on fait des affaires mal faites, ça peut donner des résultats positifs. Mais moi, je vous ai toujours connu dans le monde communautaire aussi, hein? C'est ça. Hein? Donc, parlons de la sécurité alimentaire aussi. Ou un de tes premiers métiers, c'était vraiment la télé? Non. Moi, mon premier travail sérieux, ça a été sur un projet Canada au travail, puis c'était une revue. On publiait un journal. Alors, quand je dis que j'ai toujours été dans communautaire pour les communications, j'ai été longtemps aussi à la Maison des femmes des Bois-Francs. Comme, je sais pas comment on m'appelait dans ce temps-là, mon poste, mais j'ai rédigé une chronique mensuelle dans les hebdos de la région. J'en ai publié pendant 7 ans de temps, à chaque semaine, des chroniques. Et après ça a été la télévision communautaire des Bois-Francs pendant 11 ans. La Fédé des TVC, production plateforme aussi, Festival de musique actuelle, qui était un lieu où je m'impliquais déjà. J'aimais beaucoup ça, moi, la musique actuelle. Puis, la sécurité alimentaire, là, la banque alimentaire locale là, de la MRC d'Arthabasca. Oui. Et là, il faut le dire que vous n'êtes pas encore à la retraite, hein, Isabelle? Non, ça va venir dans quelques années. Ça ne sera pas si long que ça, mais je sens que c'est quelque chose, par exemple, qui m'appelle aussi la retraite parce que c'est aussi changer le rythme de vie, de travail, les agendas. Mais c'est sûr que je vais rester impliquée dans quelque chose parce qu'il y a tant de choses à faire.
Puis il y a beaucoup de choses intéressantes à faire, puis qui m'intéressent. Fait que ça pourrait être bénévole à la télévision communautaire des Bois-Francs. Ben, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ben oui, revenir. Vous avez Oui. fait le bingo pendant Ah longtemps. oui, j'ai fait, j'ai animé Ben, vous le l'avez bingo. reconnu, c'est Madame Bingo! Et les gens m'en parlent encore. J'ai quitté la TV des Bois-Francs en 2011. C'est quand donc, le 11 septembre 2001? C'est toujours 2011. 2011, hein? Le 11, c'est ça. Non, c'est 2001. 2001, c'est vrai, ça. c'est 2001. Et alors, j'ai c'est quitté vrai. en 2001 et les gens que je rencontre, il y en a encore qui me parlent du bingo. Ah, voilà. Ouais. Alors, imagine. Ça existe encore? Oui, je le sais. À quoi ça sert, le bingo? Ça sert à générer des revenus. Ben oui, c'est une Ça campagne de financement, c'est ça? Oui, faut c'est dire ça. aux Mais gens, ça, oui. je dirais que ça sert aussi finalement à avoir des spectateurs qui regardent d'autres choses, qui regardent leur télévision, qui voient leur neveu, une nièce dans leur télévision, dans d'autres émissions. C'est une émission vivante. Oui. Puis ça sert de financement Ben aussi à oui, la télé. ben Chaque oui. fois que vous achetez une carte de bingo, exemple, ben vous aidez votre télévision locale. Exactement. Exactement. Oui, il y en a un ici. Ben oui, c'est Ben pour oui. ça. Oui, J'attendais que tu le Oui, mentionnes. oui. Ben oui. Voilà. Ben oui. Donc, Isabelle, voyez, vous avez toujours été native de Non, Victo? non, moi, je suis née à Beauceville. Une Beauce-Rhône. Je suis pas restée longtemps. Je pense que jusqu'à l'âge de 2 ans. Mon père était médecin. Puis il était médecin, là. OK. Et j'avais déjà un frère et une sœur. On est 6 enfants chez nous. Puis, vers l'âge de 2 ans, mon père est allé se spécialiser en psychiatrie aux États-Unis. Et donc, j'ai une autre sœur qui est née aux États-Unis. Donc, j'ai habité 3 ans aux États-Unis. On est revenu au Québec, puis j'avais à peu près 5 ans. On était à Montréal. Je suis arrivée, dans le fond, j'avais 10 ans, ici à Arthabasca. OK. Et j'ai jamais quitté la région après ça. Mon frère, ma sœur aînée sont partis. Mes parents sont séparés. Ma mère est partie avec mes petites sœurs. Après ça, mon père est reparti avec sa nouvelle conjointe ailleurs. Mais moi, je suis restée ici. C'est ici que mes racines se sont Développées. ont pris. Oui, ont Oui, pris. aussi. Oui. Ben oui, grâce à vous, ben c'est ça, on a la fédération aussi. Là. Alors, est-ce que vous avez eu des enfants et vous pensez... Non, je n'ai pas d'enfants. J'ai des nièces, un neveu, mais j'ai une petite nièce qui a 1 an et demi, qui s'appelle Olivia et qui vit au Costa Rica. Ouais. Je l'ai vue juste une fois. Ma nièce Maude, elle vit là-bas avec son conjoint. Donc, elle a une petite Olivia, mais je la vois sur des affaires de Facebook, là, des petites vidéos que sa maman m'envoie. Là. Oui. Ben, j'ai l'impression qu'à la retraite, vous allez aller la voir plus souvent. Ben, j'aurais voulu y aller en janvier, Mhm. mais là, on ne peut pas partir. Mhm. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais y aller, mais c'est un projet d'aller au Costa Rica. Oui. Et aussi, on va le dire, Isabelle, vous avez un don de votre personne, dans ce sens que, juste à la sécurité alimentaire, Ouais. avec toutes les campagnes que vous avez faites, mais t'as réalisé, bon, la pauvreté qu'elle existe aussi. Qu'est-ce que, Oui. tu sais, dans le temps d'une vie, dans le fond, là, qu'est-ce que Ouais. tu as remarqué de la vie? Puis, tu sais, des fois, Méchante c'est question, ça. méchante question, hein, ces inégalités, Qu'est-ce que je... finalement. Oui, Hein? mais ça, je pense que j'ai été consciente assez, je pense, jeune de ça. On appelait pas ça inégalité. Je sais pas comment j'aurais verbalisé ça. Oui. Peut-être j'aurais utilisé ces mots-là. Mais je l'aurais, moi, compris. Je sais pas si j'aurais utilisé ces mots-là. Mhm. Mais j'ai fréquenté des groupes communautaires, le CRI, entre autres, la Baie-Raymond-Roi, entre autres. Oui. Euh, Mais le cri, je connais moins. le Centre de relèvement et d'information sociale, c'est l'organisme qui a permis l'émergence de beaucoup de groupes communautaires dans la région des Bois-Francs. Donc, puis l'abbé Roy, là, Raymond-Roy, c'est un nom Oui. connu, là. J'ai été impliquée dans toutes sortes d'organisations communautaires où, finalement, ce qui nous portait, c'était la question de la justice sociale, de la répartition des ressources entre les gens, de vivre et de sentir qu'il n'y a pas des gens qui sont plus, qui ont le droit d'avoir plus au détriment de d'autres qui ont moins. On n'est pas des gens
quand on gagne notre vie, qu'on gagne bien notre vie, ou on a eu la chance d'avoir beaucoup de choses de la vie, on n'est pas plus méritant. On ne l'a pas mérité plus que les autres. On a peut-être été plus chanceux. Il y a des bouts où on fait aussi notre chance, mais les personnes qui vivent dans la pauvreté, dans la marge, qui sont en dehors du courant de la vie normale, c'est pas un choix volontaire d'être dans la marge, d'être pauvre. C'est toutes sortes de choses qui peuvent amener à ça, qu'on comprend pas tout le temps. Mais quand on fréquente les gens qui vivent en situation de pauvreté, qui fréquentent des organisations comme la Sécurité alimentaire ou les autres organismes qui sont en lutte contre la pauvreté, on voit bien que leur réalité de vie est pas nécessairement facile. Soit qu'ils ont un problème de santé mentale, ils ont eu des mauvaises expériences, des mauvaises relations qu'ils ont entraînées des fois dans des voies qui n'auraient pas dû aller. C'est des gens il y en a qui ont des problèmes d'alcool, de drogue, de jeu. Ils sont pas heureux de ça. Ils sont malheureux de ça. Quelqu'un qui a un problème de jeu, puis qui perd tout, puis qui doit toujours recommencer, il n'est pas heureux. Nos organisations communautaires, notre travail, c'est de les aider, mais aussi peut-être de leur projeter comme image qui ont autant de valeur que nous. Que oui, ils trébuchent, mais ils ont le droit, comme n'importe qui, d'avoir une place, puis d'être considérés, puis d'être respectés. Mais moi, je pense, en tout cas, vous me direz votre avis, Isabelle, avec la COVID, là, Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre leur travail. Oui. Ça l'entraîne, on le voit, hein, la santé mentale Oui. aussi. Hein, on s'en aperçoit de plus en plus là, que tout peut arriver. Là, c'est même stressant. C'est parce que c'est complètement inconnu, c'est complètement désorganisé. Il y a des gens qui sont plus isolés, plus démunis, plus inquiets, qui ont une santé moins forte. Fait que tout ça, ça doit, la maladie, la COVID doit, en fait, le virus doit, ils doivent se sentir menacés. Mais on a tous été un peu affectés par ça. Nous, on a continué à travailler malgré la pandémie. Oui. Mais il a fallu s'adapter. On était très, très fatigués. On avait l'adrénaline dans le top. Et là, plus tard, je réalisais, mais ça m'affecte aussi. Oui. Mais c'est pas pareil. Comme d'autres que ça affecte plus. Il faut que... Comment je dirais ça? On va tout faire pour se protéger. On va tout faire pour trouver des vaccins. Il faut se protéger. Mais il y a un côté où il faut que là, on accepte qu'on est dans un passage où on contrôle pas tout, puis que on va s'en sortir, on va sortir de ça. Ça va prendre un temps qu'on sait même pas combien de temps, mais il faut prendre notre mal en patience. Ça va finir. J'espère. Alors, pour conclure, Oui. Le monde idéal pour Isabelle Voyer. Je suis pas capable de répondre à ça, moi. Non, C'est hein, trop... c'est quoi? Il y a trop de possibilités de réponses, puis j'ai pas, moi, une vision ou un rêve. Moi, je dirais que ce que je souhaite, c'est que les gens vivent du bonheur dans leur vie. Pas toujours, tout le temps, parce qu'on peut pas en vivre tout le temps. Puis c'est pas toujours des bonheurs explosifs, mais si on peut avoir du bonheur dans notre vie, je souhaite que les gens vivent ça. Pour moi, un monde idéal, là, c'est un monde où tout le monde peut sentir à un moment donné du bonheur puis se dire il y a des nuages, mais de l'autre bord, là, le ciel il est bleu puis le soleil il brille. Fait que maintenant, ils vont nous percer, genre ma dose de bonheur. Puis après ça, on va continuer à se battre. Si tu avais à revivre ta vie, ouais. qu'est-ce que tu changerais ou ce serait pareil? Je le sais pas. En fait, la question que je me suis posée, moi, c'est si j'avais à revivre ma vie, est-ce que j'aurais été étudiée? Parce que moi, j'ai juste un secondaire 5. J'ai pas étudié. Alors, est-ce que j'aurais été à l'école plus longtemps que secondaire 5? J'aurais-tu fait un CT? Est-ce que me serais forcé? Je sais pas. Est-ce que j'aurais choisi le chemin des études
peut-être ça m'aurait mené ailleurs, mais je ne crois pas que ça m'aurait mené dans quelque chose de tellement différent de ce de quoi il me semble que je suis imprégnée. Je ne sais pas, c'est très difficile à dire ça. Mais moi, c'est la question que je me pose toujours, c'est si j'avais fait des études, qu'est-ce que je serais devenue? Ben, mais bon, j'en ai pas fait. Ben, moi, j'ai l'impression que ça aurait été la même vie quand même. C'est drôle, hein? Je sais pas. Des fois, la vie... Peut-être ça aurait été ressemblant. Oui. Peut-être, je sais pas. Alors, on va se quitter avec des peut-être. Oui. C'est plaisant, hein? Oui. Mais avec plein d'interrogations que les gens vont sûrement se poser aussi. Puis juste les gens, ben, tant qu'à vous avoir, vu que donnez-nous un peu des détails sur la sécurité alimentaire, ceux qui en ont besoin, comment vous fonctionnez avec la COVID. La COVID, nous, on fonctionne pas mal de la même façon qu'on faisait, mais les gens, ils viennent sur rendez-vous, on garde nos distances, on met un masque, on se désinfecte les mains, les gens manipulent pas les denrées. La meilleure façon de savoir comment ça marche, c'est de nous appeler. Voilà. Numéro de téléphone? Par cœur? 752-535. On va le mettre en bas de l'écran. OK. De toute façon, tu sais où nous trouver. Exactement. Mais donne-le, ton numéro de 819-752-5305. Alors voilà, donc avec Isabelle Voyer, on aurait pu poursuivre l'émission pendant une semaine, 2 semaines, une année. Mais on se dit, en tout cas, un gros merci d'avoir accepté cette invitation. Puis au plaisir, Isabelle Voyer. Et bravo pour tout le travail que tu fais dans le monde communautaire.